j'ai essayé d'analyser, vous voyez, les émissions mondiales de CO2, analyse de la première décennie du siècle. Et la phrase d'après a l'air de dire que je vais faire un travail d'historien aussi complexe que celui que vous avez eu. Pas du tout. Moi, je ne sais pas faire ça. Je vais juste essayer de regarder des chiffres. Et je suis allé voir les chiffres de l'Agence internationale de l'énergie, donc qui publie chaque année des données sur les émissions, sur beaucoup d'autres choses. Et en général, j'imagine que c'est pour se donner le temps de la réflexion. Ces données ont toujours 2 ans de retard. C'est-à-dire que, par exemple, en 2015, on va sortir des choses qui concernent l'année 2013 et on peut comprendre, on va voir tout de suite pourquoi c'est important de se donner du temps et que même des fois, vous allez voir, ici, j'ai mis tenter de certainement pas de prédire l'avenir, mais de dire des choses sur le passé. Et j'ai mis tenter parce que vous allez voir d'où viennent les données d'émissions de CO2 et que valent-elles? Eh ben finalement les données, parce qu'évidemment vous pouvez prendre des données et les regarder, mais en fait il faut quand même aussi se poser toujours, enfin en tout cas quand on vient du milieu de la physique, ce qu'elles valent. Et en fait finalement ces données, elles viennent d'une analyse critique qui est faite par l'IEA, qui se donne 2 ans, mais des données qui sont fournies par les États. Donc elles dépendent de plusieurs choses, la capacité des États à collecter les données, de la bonne volonté à fournir les données, et puis bien sûr de la valeur du regard critique. Et là, je vous montre un exemple qui montre que, en fait, il a fallu plus de 6 ans à la communauté internationale pour qu'elle corrige les données chinoises des années 98-2003. Vous voyez, au début, vous aviez cette courbe-là, ça c'est... Et il y avait un creux, c'est-à-dire que les émissions de la consommation de charbon de la Chine avaient chuté aux alentours de l'an 2000. Et puis, finalement, c'est seulement vers 2006 qu'on s'est rendu compte que la courbe était fausse. Et en fait, tout simplement, la courbe était fausse parce que la Chine avait demandé à ce moment-là de baisser les productions, les petites mines de charbon, il fallait les fermer. Et au lieu de les fermer, tout simplement, les gens ils ont continué à les exploiter, mais ils ont arrêté d'envoyer les rapports des données. C'est-à-dire tout simplement, les données étaient fausses. Et simplement, à partir de 2006, ça se met, on corrige les données, et donc, vous voyez que après, on obtient une courbe beaucoup plus douce, etc. Mais vous allez voir que comme c'est arrivé en 2006, même l'IEA ne le savait pas. Donc, ça veut dire que l'IEA a travaillé très longtemps sur une pente comme ça, et vous allez voir le résultat quand on regarde les données de l'IEA sur la Chine. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les données annuelles, et ça va être mon point, sont moins fiables que les données pluriannuelles sur les taux. Alors maintenant, on peut voir que la difficulté continue à être toujours d'actualité, puisque en 2014, il y a un miracle qui nous a été annoncé. On va parler peut-être de religion plus tard, mais là, c'était la croissance mondiale sans augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Mais finalement, en 2015, il semble que le miracle s'est évaporé, puisque on voit sortir des nouvelles données chinoises qui montrent que, en fait, même les données anciennes, sur lesquelles je vais aussi travailler, étaient fausses, c'est-à-dire elles étaient sous-évaluées. Et finalement, il semble que à peu près 1 milliard de tonnes par an ont été sous-estimées dans les données chinoises et sont maintenant ressorties. Et vous voyez ici la courbe jaune par rapport à la courbe grise. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il y avait une erreur, pas une augmentation, une erreur sur les données qui correspondaient à une Allemagne ou à 2 France, un truc comme ça. Alors, le problème, c'est que, vous voyez, on a des données qui valent ce qu'elles valent, mais malheureusement, il va falloir vivre avec ça. En effet, on pouvait espérer de disposer de données objectives à moyen terme, avec, par exemple, ce satellite qui, vous voyez, couvre le monde à grande vitesse et mesure le CO2 tout au long de ce parcours. Et ici, par exemple, vous avez les résultats pour 2014, où j'ai surimposé
la courbe ou sont surimposées plutôt, la courbe des bilans d'émissions CO2 de la planète, ce qui donne les taches rouges que vous voyez, et je l'ai surimposé aux forêts, parce que finalement, ce qui apparaît le plus clairement, c'est que les surplus d'émissions de CO2 sur l'année, mesurés par ce satellite, en fait, elles semblent surtout se situer au-dessus des zones forestières. Mais on comprend assez vite qu'on ne pourra jamais rien tirer du travail de ce satellite pour ce qui concerne la contribution anthropique, parce que la situation pour ce qui concerne le carbone, ici, c'est pas du CO2, c'est du carbone, c'est que finalement vous avez un stock dans l'atmosphère, puis vous avez des flux qui vont dans un sens et dans un autre, qui sont liés aux plantes, aux océans, et puis vous avez le problème qui nous concerne, qui est ici. Et en fait, si vous voulez, ce problème est tel qu'un satellite qui mesure, lui, finalement, il va être sensible à ça. Il va voir ça au fil des mois, et d'ailleurs, je vous conseille d'aller regarder les cartes, c'est assez impressionnant de voir comment ça change au fil de l'année, les émissions, les mesures de CO2 prises par ce satellite, mais on n'y voit pas l'homme. Parce que finalement, la contribution anthropique par année est faible, donc l'appareil est pas adapté à ça. Et en fait, le problème, c'est l'accumulation, bien sûr, de ces petites flèches noires au fil du temps. Donc, il faut vivre avec les données que nous donnent les États, et c'est ce que je vais faire. Donc, mais il faut garder en tête ça. Alors, première chose, bien sûr, les climatologues, la seule chose qui les intéresse, c'est les émissions CO2 totales. Et ici, vous aviez le classement en 2011 des pays émetteurs. Donc, les 6 premiers du classement, 60%. Les 15 premiers du classement, les 3/4 des émissions du monde. Ensuite, dans ce classement, la France est 18e. Depuis 20 ans que je suis ça, la France recule sans arrêt dans le classement. Et donc, en fait, dès cette année, je suis pas sûr qu'encore ce qui va sortir, la France apparaîtra dans les 20 premiers, mais en tout cas, la Turquie nous a déjà dépassés. Donc, voilà la situation. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'au grand jeu des émissions CO2, la France est et devrait rester un petit joueur. Bon, ça, c'est pour les climatologues. Mais les politiques et les citoyens, ils s'attachent plus aux émissions CO2 par habitant. C'est-à-dire, en gros, derrière tout ça, il y a quelque chose de, on pourrait dire, moral, la fiction de l'égalité des humains vers une empreinte écologique universelle, etc. Et donc, ce que je vais regarder plutôt, à partir des données de l'agence, c'est le diagramme des émissions CO2 annuelles par habitant de chaque pays, à partir de 2 critères. Quelle est l'émission CO2 aujourd'hui, c'est-à-dire la dernière année où j'ai regardé, et puis surtout, comme j'ai montré que les taux annuels sont peut-être moins fiables que les moyennes, le taux d'évolution moyen annuel de ces émissions sur la première décennie. Émissions stables, croissantes, décroissantes. Alors, mais pour juger de la situation et de la politique environnementale de chaque pays, c'est-à-dire en gros répondre à la question, les émissions sont-elles petites, grandes, trop grandes, et puis la tendance d'évolution est-elle mauvaise, bonne, et dans ce rapport, quand elle est bonne, est-ce qu'elle est en rapport avec l'enjeu climatique? Il faut se définir un but, sinon on est juste en train de mettre des chiffres. Et alors je me suis dit, comment on peut mettre un but? Eh bien alors ça tombe bien, à la conférence de Copenhague, tout le monde s'est mis d'accord, on s'est mis d'accord sur pas grand-chose, mais on s'est mis d'accord sur limiter à 2 degrés C l'accroissement de température moyen du globe par rapport au début du XXe siècle. Donc voilà un but. Et alors le GIEC, en fait, continue dans son scénario RCP 2.6, le plus optimiste, il montre que pour atteindre le but sur lequel les pays se sont mis d'accord, il ne faut pas dépasser 11 milliards de tonnes de CO2 en 2050. Donc en 2011, on était à 31 et quelques, en 2012 à 31,7, etc. Ça continue à croître. Bon, mais on a donc un petit facteur 3 à gagner.
Et puis maintenant, comme on veut travailler par habitant, on note qu'en 2050, on devrait être à 9 milliards. Bon, en fait, c'est 9 milliards 6, mais j'ai pris 9 milliards parce que vous allez voir que tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. On se trompe si on change de 10% tout ça. Les conclusions restent les mêmes. Alors donc maintenant, ça tombe bien, on a un but, 11 milliards. On a un diviseur, 9 milliards d'habitants, et donc on en déduit que pour respecter les engagements pris à Copenhague, il faudrait qu'en 2050, les émissions CO2 annuelles de chaque humain soient devenues inférieures à 1,22 tonnes de CO2. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, on peut se faire un petit diagramme pour voir si un pays est sur le bon chemin. Alors pour ça, vous voyez, l'axe horizontal des axes, c'est les émissions de CO2 par habitant. Donc ça se mesure en tonnes de CO2 par habitant. Et vous voyez, 5, 10, 15, 20, 25. Et puis, en vertical, ce que j'ai mis, c'est le taux annuel moyen sur la première décennie des émissions de CO2. Alors vous voyez, là, ici, vous avez le 1,22 qui apparaît ici. C'est le but. Enfin, il faudrait qu'on se trouve tous là, tous ensemble sur la Terre. Mais évidemment, on n'y est pas. Alors la question qu'on peut se poser, mais si aujourd'hui je suis à 10 tonnes, je suis dans un pays où on émet 10 tonnes de CO2 par habitant. Alors c'est certainement pas bon, il faut que je réduise. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire de combien il faut réduire si on s'y prend le plus régulièrement possible. On peut s'y prendre plus mal, on peut d'abord commencer à dépenser beaucoup, puis après il faudra rectifier plus, mais la manière la plus progressive vous dit, si vous êtes à 10 tonnes aujourd'hui, eh bien, il faut réduire de 5% chaque année jusqu'à 2050, tous les ans. Et comme ça, vous pouvez tracer une courbe. Alors vous voyez, l'intérêt d'une courbe comme ça, c'est qu'elle vous classe le plan en 3 zones. Vous avez ce que je pourrais appeler la zone très mauvaise. Non seulement on émet trop de CO2, mais en plus la tendance est à l'accroissement, on est du côté positif. Ensuite, vous avez la zone mauvaise, on émet trop de CO2, la tendance est bonne, elle est à la décroissance, mais le rythme de décroissance n'est absolument pas suffisant, on n'y arrivera jamais. Et puis vous avez la bonne zone, le taux annuel permet d'atteindre le but d'émission de CO2 en 2050, ou de même de rester en dessous. Donc voilà. Et une fois qu'on a ça, on peut regarder où se mettent les pays. Alors on peut regarder le monde et la France. Alors le monde va apparaître sur tous les diagrammes comme un triangle vert et la France comme un rond jaune. Donc le monde est dans la très mauvaise zone, trop d'émissions et qui s'accroissent. La France, elle, est dans la mauvaise zone, 4 fois trop d'émissions, c'est le fameux facteur 4, qui ne diminue pas assez. Et puis ce qu'on constate, c'est comme le triangle qui est là-haut, il a plutôt tendance à se déplacer par là, alors que le rond jaune a tendance à se déplacer par là, on peut dire que dans quelques années, l'humain moyen, si tant est que ça existe, émettra autant que le français moyen. Bon, au cas où on pourrait penser que c'est grâce à une vertu particulière des Français qu'on est dans ce côté-là, c'est essentiellement la désindustrialisation du pays qui explique la décroissance des émissions françaises. Alors on peut regarder année après année. Alors vous allez voir que pour le monde, vous avez cette croissance très rapide, et vous allez voir que cette croissance très rapide, c'est la Chine, et c'est l'erreur sur la Chine qui l'explique. Vous voyez aussi apparaître, bien sûr, la crise de 2008. Bon, puis pour la France, vous voyez une espèce de décroissance générale, donc un pays en déclin économique. Et donc, sur la première courbe, le poids de la Chine, l'effet de la crise. Alors ensuite, on peut regarder les 6 plus gros émetteurs de CO2 du monde, donc à eux seuls 60% des émissions. Donc la réponse est 4 pays sont dans la zone très mauvaise et 2 sont dans la zone mauvaise. Et puis on remarque que même l'Inde émet déjà plus de CO2 par habitant que le but souhaitable pour 2050. Et puis 5 pays, si vous voyez encore le monde et la France, donc 5 sur 6 ont des émissions par habitant supérieures à celles de la France. Et en fait, chaque année, le simple accroissement des émissions chinoises, c'est 2 France. Donc l'analyse des taux aussi montre que année après année, la crise a fait baisser. Alors là,
je ne vais pas discuter les pays, mais vous voyez le cas de la Chine, quand on prend les données de l'IEA, en fait on voit qu'on ne peut absolument pas les croire. Vous avez des taux d'accroissement annuel de près de 25%, et en fait c'est dû à l'erreur. Hein. Et évidemment après ça chute fortement, donc en fait c'est beaucoup plus les moyennes, et je pense que bientôt on va être amené à rectifier les chiffres 2011-2012 pour les faire remonter un peu. Bon, autrement, on voit la crise apparaître sur les courbes des autres pays de l'OCDE, des pays de l'OCDE. Alors, ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Europe existe ? Et alors, en fait, ce qu'on constate, c'est que quand on met ça, tous les pays européens sont dans les zones mauvaises ou très mauvaises. En fait, par exemple, en 90, quand on regardait la Roumanie, elle était dans la bonne zone. Mais évidemment, comme elle a décollé économiquement, elle est repassée du mauvais côté. Et en matière d'émissions de CO2, on constate aussi que parler d'Europe, ça n'a pas de sens. L'Européen moyen n'existe pas. Un Allemand ou un Danois, c'est 80 ou 110% de plus de CO2 qu'un Français. Les taux d'évolution, vous voyez, les points sont partout, il y en a qui vont par là, n'indiquent aucune convergence des émissions de CO2 par Européen. Donc les pays ayant les taux de décroissance d'émissions parmi les plus grands que vous voyez en bas, Portugal, Islande, Irlande, hein, n'oubliez pas que ça s'est fait sur les 10 premières années, sont parmi ceux qui ont subi la plus forte crise économique. Et puis 4 des 5 pays dont chaque citoyen émet moins de CO2 qu'un Français ont un programme nucléaire important. Suisse, Suède, Hongrie, Roumanie. Alors, là, j'ai pris 4 pays fortes victimes de la crise de 2008. On peut prendre l'exemple de l'Espagne, qui est intéressant, parce que précisément, grâce à une politique économique récente, l'Espagne est en train de redécoller. Donc, on voit qu'elle a énormément chuté aux alentours. Elle a pris vraiment la crise de plein fouet, et puis elle est en train de repartir, etc. L'Irlande aussi, bien sûr. Alors, ensuite, il y a quand même des bons élèves du GIEC. Alors, je les ai mis là. Vous avez la République dominicaine, la Corée du Nord, Haïti, l'Éthiopie, le Bangladesh. Vous avez même la Libye. Alors, la Libye, c'est intéressant parce que, vous voyez, elle émet beaucoup de CO2, mais elle est très bas. Et en fait, c'est dû à une chose, c'est que j'ai arrêté les mesures en 2011. Et donc, il y a eu la guerre de Libye, et on voit que toute la situation de la Libye a changé en une année. C'est ça qui fait que le point moyen a chuté. Et je suppose que maintenant il a dû remonter, comme on l'a vu pour l'Irak, mais je pense que maintenant l'Irak a dû rebaisser, et la Syrie doit certainement être dans les bons élèves. Alors, on peut regarder Haïti, par exemple, c'est assez intéressant, ça m'a intéressé. On peut voir qu'Haïti avait une courbe bizarre. Alors quand je l'ai regardée, j'ai vu qu'elle avait un pic en 2007, et puis un petit creux en 2010. Et alors, en fait, quand on va voir les données de la Banque mondiale, on voit qu'en fait, à partir de 2004, ils se débarrassent de Aristide. Il y a une politique économique beaucoup plus solide qui se met en place, et on voit que le PIB se met à croître. Puis après, malgré les efforts de la Banque mondiale, qui injecte pas mal d'argent, ça se remet à chuter. Le taux d'inflation aussi se remet à monter. Donc, en fait, ici, vous avez un exemple sur un tout petit pays d'un effet d'économie, et comme c'est un pays très petit, l'effet se fait fort. Et puis bien sûr en 2010, c'est le tremblement de terre que vous voyez. Alors on peut regarder les émergents. Bon, alors ils sont tous, vous voyez le Vietnam. D'ailleurs le Vietnam, je pense, nous passera bientôt vite devant dans le classement mondial global. Et puis vous avez, ils sont tous dans les zones donc mauvaises ou très mauvaises. Vous avez les pays exportateurs de combustibles fossiles. Alors, vous voyez, pour mettre le Qatar, il a fallu la France vers 5, il a fallu aller jusque vers 45 dans l'échelle pour arriver à caser. Et puis pour mettre Oman, il a fallu monter jusqu'à 10%, quoi. Et puis vous avez le deuxième groupe, je les ai séparés en deux, parce que ça faisait trop de points. Vous avez les autres émetteurs dans lesquels vous trouvez 2 gros émetteurs globaux, l'Australie et le Canada. Et donc voilà. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a des pays, par exemple comme l'Algérie, qui se trouvent toujours du bon côté, mais quand on regarde, c'est essentiellement lié au fait que leur population est en explosion. Donc quand vous divisez par le nombre d'habitants, vous avez un résultat.
Alors, bon, vous avez l'extrême-orient capitaliste. Alors, tout le monde est dans le très mauvais, sauf Hong Kong. Et en fait, quand j'ai regardé, depuis que la Chine, ce qui fait baisser Hong Kong, c'est la première année. C'est-à-dire, on est encore pas loin de la passation à la Chine. Mais depuis, je suppose que quand je vais mettre les données jusqu'à 2015, Hong Kong sera passé du côté très mauvais. Alors, donc, voilà. Alors après, j'ai pris 75 pays, j'ai quand même pas eu le courage de prendre tout ce qu'il y avait sur les bases de données de l'IEA, mais ça fait 85% de la population, 96% du PIB et 93% des émissions de CO2 du monde. Alors on constate donc que seuls les pays en état de crise économique endémique, Haïti, Corée du Nord, ou partiellement détruits par des conflits, Libye, Irak, ont leur point représentatif dans la bonne zone du diagramme. On peut toujours assigner les baisses d'émissions de CO2 par habitant significatives à une crise économique, qu'elle soit forte, Espagne, Grèce, ou rampante, comme la France. La crise de 2008 est bien visible sur les courbes d'émissions de tous les pays de l'OCDE. Les pays émergés ou émergents sont tous dans la zone très mauvaise, donc c'est-à-dire que leurs émissions CO2 sont trop grandes et sont de plus en forte croissance. Et puis finalement, on peut dire, comme la France est un petit joueur, quoi qu'elle fasse, ça n'aura aucun effet. Hein. Je veux dire, quand on est petit, on est petit. Et les actions de la France ne peuvent pas influer sur le réchauffement climatique. Mais je pense quand même, je suis de ceux qui pensent qu'on a intérêt à le faire, mais pas parce que ça va avoir un effet pour le climat, mais juste parce que c'est bon pour nous, pour balance commerciale, indépendance énergétique. Donc on a intérêt à le faire, mais bon, le climat, c'est pas nous qui pèserons. Alors je voulais juste mentionner une solution qui ne marche pas, c'est le déploiement massif des énergies renouvelables électrogènes, éolien, solaire. Alors le plus bel exemple, bien sûr, on a la chance, on a un voisin, mais on en a deux, on a aussi l'Espagne, on peut prendre les données. Ici, pardon. Voilà. Ici, vous avez c'est extrait des ministères allemands. Hein. Vous avez la courbe de déploiement des puissances installées renouvelables électrogènes en Allemagne, et j'ai juste rajouté pour indiquer où est le niveau de la puissance nucléaire française. Donc en 2012, on avait très largement dépassé ça en mettant essentiellement du solaire, de l'éolien. Et puis vous avez les émissions de CO2 du secteur de la production électrique allemande. Et alors vous voyez, vous avez cette courbe-là qui est, on pourrait dire, relativement plate. Alors en fait, ce que vous voyez, c'est que ça démarre en 90, donc vous avez l'effet de l'intégration de la RDA. Et par contre, vous n'avez aucun effet de ce déplacement et exponentiel des renouvelables électrogènes. Donc voilà, en fait, bon, ce qu'on sait, c'est que l'essentiel du CO2 émis dans le monde l'est pour la production d'énergie électrique. Donc ici, vous avez, je pense, oui, c'est l'IEA, en 2014. Vous avez les 10 premiers producteurs mondiaux d'électricité. Je pense que pour la Chine, il faudra faire son... Alors en horizontal, c'est la quantité totale d'énergie électrique en térawattheure. En vertical, c'est l'intensité de CO2 de l'énergie électrique, c'est-à-dire le nombre de grammes de CO2 par kilowattheure. C'est-à-dire, en gros, c'est quand je prends un TGV en France, eh bien, j'utilise par kilowattheure utilisé par le TGV cette quantité de CO2, et puis vous pouvez voir un TGV allemand, ou alors vous pouvez dire qu'une voiture électrique en Allemagne, ça émet autant de CO2 qu'une voiture qui fonctionne au pétrole. Et puis vous avez la taille du rond rouge, c'est la quantité de CO2 émise pour l'électricité, des millions de tonnes de CO2. Donc je pense que le rond de la Chine devrait être un tout petit peu plus gros, mais comme c'est une surface, ça ne va pas faire beaucoup d'effet. Puis vous voyez que l'Inde dépend beaucoup du charbon pour faire son électricité actuellement. Donc voilà. Et le Japon, je pense, va voir sa trajectoire monter, sauf si ils redémarrent leur parc nucléaire. Bon. Donc l'ensemble des pays du monde émettent trop de CO2 pour tenir les engagements qui se sont pourtant assignés dans l'accord de Copenhague et que l'organisation de la conférence de Paris continue à évoquer comme un but atteignable. Donc on ne sait pas où on est. En tout cas, je pense que tous les gens qui seront dans la salle le sauront, la salle de la COP. Donc je pense que c'est quelque chose qui est plutôt destiné au grand public.
Bon. Donc, sauf crise économique mondiale majeure ou crise économique, énergétique, donc la seconde entraînant la première, l'accroissement de température sera supérieur à 2 degrés C. Il faudra en gérer les conséquences, il faudra s'adapter. Donc, les 15 pays les plus gros émetteurs, c'est-à-dire on n'est pas en train de parler de la COP 21, mais de 15 pays seulement, 75% des émissions, c'est eux qui détiennent les clés du problème. S'ils se mettent d'accord sur une méthode de réduction, le reste du monde, dont la France, qui ne fait pas partie des 15, on suivra. Je veux dire, s'ils trouvent une solution, on suivra, on s'adaptera. Et donc, on passera de 75 à 95 sans problème. Mais la question, c'est, il faut qu'ils se mettent d'accord. Or, le problème, c'est, j'ai essayé de vous montrer, les points se répartissent à peu près de façon totalement éparpillée sur le diagramme. Et ça représente quelque chose sur la situation économique très différente de tous ces pays. C'est-à-dire, il y a une des diversités de situations économiques qui fait qu'il sera très difficile de se mettre d'accord. Et c'est pour ça que vous voyez des pseudo-accords sortir régulièrement, mais presque plus pour des fonctions de communication qu'autre chose. Et puis, bien sûr, tant que l'économie du monde dépendra à 80% de l'usage des combustibles fossiles, il n'y aura pas de croissance verte globale. Et puis, la dernière chose, c'est si la croissance verte existe, aucun pays ne l'a pour l'instant trouvé. Voilà.